En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 8 avril 2025 et je reçois Isabelle Côté, présidente de Coffrage Énergie et fondatrice de BRIX. Isabelle, c'est une entrepreneure qui a réussi dans un monde d'hommes, et pas un peu, beaucoup. C'est aussi l'intelligence du chantier, combinée à la finesse du leadership. Elle est arrivée à Brave pleine d'énergie, au sommet de sa forme. Son histoire nous a permis de parler de sa vision pour les gens de la construction, les bâtisseurs comme elle les appelle, de l'importance d'innover et surtout de la force qu'il faut pour avancer, même quand le chemin reste à être inventé. Bonne écoute. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marie-Josée, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je suis excitée d'être Oui, ici. t'es excitée? Oui, il y a une belle salle, compte, des beaux sourires, c'est vraiment agréable. Merci énormément de l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. Dis-moi, tu es une entrepreneur comme moi. Les journées se suivent et sont toujours très excitantes. Et des fois, il y a des moments très difficiles aussi. Quel genre de journée as-tu passé? Quelle bonne question. Bien, je vis beaucoup de journées très excitantes. Je vais être honnête. Moi, j'aime voir le positif dans chacune des petits gestes, dans toutes les opportunités d'amélioration. Puis je suis quelqu'un qui tourne la page super vite. Mais aujourd'hui, particulièrement, je peux malheureusement pas tout dévoiler, mais j'ai vécu une journée super excitante en rencontrant une dame extraordinaire que je regarde pour agrandir mon cercle sur mon conseil d'administration. Quelqu'un qui va mener à une prochaine étape stratégique. Et j'aimerais tellement ça vous en dire plus. Mais ça sera malheureusement pas possible, mais quelqu'un qui a un parcours impressionnant, mais toujours dans l'humilité, l'authenticité. Et des fois, on rencontre des gens qui, comment je dirais ça, qui n'ont pas toujours accompli tant que ça dans leur vie, mais on dirait que ça leur monte vite à la tête. Et moi, je considère que la transparence et l'humilité, l'authenticité devraient toujours faire partie de notre quotidien. Fait que ça a été pas mal ça, ma journée aujourd'hui. Tu sais que quand on reconnaît des qualités pareilles chez quelqu'un d'autre, c'est qu'on les a chez soi. Tu t'en vas vers ça, toi. Alors, tu es né en 1981 à Brossard. Et pour les Français qui nous écoutent et les Européens qui nous écoutent, ça, c'est au sud de Montréal, n'est-ce pas? Tu as une grande sœur et avec vos parents, vous avez vécu là, une belle vie familiale, de banlieue, bien tranquille. Tu allais à l'école primaire à pied, tu sais. Qu'est-ce que tu retiens de ton enfance? Bien, pour les Montréalais qui nous écoutent et la Rive-Sud, j'habitais dans les T. Faire un parallèle à ce que tu dis. Non, mais effectivement, un quartier paisible, tranquille, très typique de la banlieue de Montréal. Mais ce que j'ai d'abord retenu de mon enfance, c'est une maison remplie d'amour et de rêves et d'opportunités. Mes parents m'ont toujours encouragée, même si ce n'est pas des parents avec un parcours entrepreneurial, c'est pas des gens qui nécessairement sont toujours dépassés eux-mêmes, mais est-ce qu'ils avaient vraiment cette fibre entrepreneuriale-là? Non. Mais j'ai vraiment retenu que tout était possible pour mes parents, en autant qu'on s'impliquait complètement dans une idée, dans un concept, qu'on allait au bout de nos réflexions pour s'assurer qu'on n'abandonne pas en chemin. Donc, c'était des valeurs qui nous habitaient. Et ça m'a porté encore jusqu'à aujourd'hui. Puis cette maison-là remplie d'amour, je rêve et je pratique à tous les jours à la reproduire, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit dans mon entourage, que ce soit dans ma petite maisonnée à moi aussi. C'est important. Petite maisonnée occupée par 3 enfants quand même et un mari. Oui. Ça prend du temps. Donc, tout était possible. Donc, de quoi rêvais-tu quand tu étais jeune? De quoi je rêvais? Je pense que j'ai rêvé de tout, honnêtement. J'ai rêvé très tôt un parcours entrepreneurial où j'aimais ça, l'idée, puis voir l'opportunité dans mes voisins, dans mes amis, de voir le concept, comment qu'on peut porter l'énergie commune vers un objectif plus grand que soi-même. Fait que, en gros, ça ressemblait à quoi? Rapidement, la maison est devenue, tu sais, dans ce temps-là, on n'avait pas de pagette, pas de cellulaire. J'étais jeune, là, j'étais au primaire, mais vraiment animée par un parcours entrepreneurial, j'ai recruté mes voisins, dans lequel je m'assurais de pouvoir dispatcher mes copines vers du gardiennage. Mais les garçons, eux autres, c'était le déneigement. Et ça, tu vois, je sais, c'était une entreprise sexiste à l'époque. Mais ça a bien changé depuis. Est-ce que tu prenais une cote? Ouais. Et ma mère était ma secrétaire bénévole.
Et tu sais, c'était une ligne à la maison, là, à l'époque. Là. Fait que c'était la ligne à la maison. Ma mère était là. Elle était d'une générosité. Elle est encore aujourd'hui exceptionnelle. Et elle était toujours portée de voir les idées que sa fille avait. Elle était toujours là pour m'appuyer, que ce soit au service avec la caravane qui pouvait être là pour nous transporter dans nos idées, qui pouvait m'amener, justement, me servir de réceptionniste gratuite. Là, c'est vraiment ça. J'ai abusé de ma mère, je suis désolée. Mais c'est rapidement, j'ai grandi dans cet environnement que les gens m'encourageaient dans mes plus folles idées, même si ma mère, elle me disait toujours, moi, j'aimerais tellement ça être un petit oiseau qui te suit partout avec toutes tes idées. Puis ce concept entrepreneurial-là, je l'ai ramené à l'école. Rapidement, au secondaire, j'ai créé des groupes d'études qui permettaient de la préparation aux examens. Fait que de 2 amis à la cafétéria à une salle qu'on louait à la bibliothèque avec un groupe un peu plus gros, finalement, c'était une classe qu'on réservait en préparation aux examens. Finalement, là, c'était une salle encore plus bondée que celle dans laquelle on est aujourd'hui. Et je travaillais à préparer mes amis aux examens parce que j'avais l'habitude, le concept de voir comment on fait pour s'assurer de passer à la prochaine étape. Tu sais, la compréhension d'une grille d'évaluation, c'est souvent la première étape pour s'assurer d'un succès. Si c'est pas sur quoi tu es évalué, comment tu fais pour voir l'opportunité venir devant toi. Puis c'est un concept qui se ramène dans l'entreprise excessivement facilement. Mais le concept de pouvoir multiplier, voir les autres grandir, bâtir la compréhension des gens autour de moi au travers de ça, ça a pas mal animé ma jeunesse. Puis j'ai pas mal d'autres exemples. Mais tu faisais ça, tu pratiquais l'entrepreneuriat très jeune. Mais est-ce que c'est ça ce dont tu rêvais plus tard? Je savais pas. OK, tu rêvais de quoi? Pas. Je rêvais de quoi? Écoute, je rêvais de performer dans tout ce qu'on pouvait, s'améliorer. Tu n'avais pas un métier là, que tu envisageais? Non, j'avais pas de métier. J'avais pas un métier plus précis, mais j'ai vite pris un parcours vers la médecine. J'avais les notes. J'avais les notes, j'avais les résultats. On fait quoi? Dans ces années-là, on prend le chemin d'un parcours professionnel. Il n'y avait pas de médecin dans la famille. Fait que c'était une belle opportunité. C'est une belle opportunité avec moi qui avait les notes, mais je me suis rendu compte au travers de quelques stages, peut-être bifurqués vers vétérinaire, qui avait un côté entrepreneuriat plus élevé, là, tu sais, mais je le savais pas. C'était des mots que je ne pouvais utiliser à l'époque. Parce que s'il y a bien une chose qu'on n'a pas connue au secondaire dans ceux qui sont nés dans les années 80, c'était la compréhension du côté entrepreneurial, de faire naître la fibre qui naît en nous, puis comment qu'on fait pour évoluer là-dedans. Puis c'est fou, je parle d'entrepreneur, mais j'en suis pas tant une, à vrai dire, une entrepreneur dans mon parcours d'aujourd'hui. Je suis une repreneur. C'est une fille qui s'est épanouie comme intrapreneur dans une entreprise qui m'a laissé des opportunités, qui a un gros lien finalement, mais c'est pas facile d'y mettre des mots quand on a 10, 15, même 20 ans. Comment le faire pour l'identifier? Très difficile. Donc, tu vas faire des études en santé au cégep, mais c'est pas ça que tu vas poursuivre finalement. Tu vas poursuivre un DEP en aménagement paysager. C'est quand même un gros switch. Pourquoi? Pourquoi? Les Vikings, c'est des gens qui sont allés à Maisonneuve, au cégep. C'est les équipes sportives, ça, des Vikings. Moi, je jouais au touch football beaucoup. J'ai joué au secondaire. J'étais dans les sports énormément à l'école. Ça m'animait parce qu'une journée, fallait que je rentre le plus de choses possible dans une journée, toujours. Et que donc, les sports m'ont toujours tenue à l'école, énormément. Même si j'avais des bonnes notes, même si j'avais de la grande facilité, les sports, les équipes sportives, la performance autour de ça m'intéressait énormément. Fait que finalement, au cégep, oui, j'ai fait sciences santé. J'étais inscrite pour un parcours assez, comme je vous ai dit, là, on s'en allait vers des horizons de médecine, mais ça m'animait pas du tout. Les cours m'intéressaient pas. C'est finalement comment recréer une équipe, comment recréer des concepts. Puis les cours me stimulaient pas du tout à ce sujet-là, mais les sports, oui. Et les équipes sportives, de vouloir s'organiser, être meilleures, c'était des occasions incroyables de pouvoir s'améliorer au niveau des sports. Fait que pourquoi de sciences santé vers un DEP en aménagement paysager? J'avais besoin de concret. J'avais besoin de quelque chose de plus vivant.
J'avais besoin de sentir que je me rendais utile. Puis, tu sais, honnêtement, pour ceux qui ont fait le parcours sciences santé, c'est exigeant pour réussir à retrouver ce genre de se projeter dans l'avenir pour réussir à le voir. Ça me rejoignait pas à court terme. Fait que de l'aménagement paysager, j'ai eu l'immense opportunité de participer à toutes sortes de concours. Tu sais, moi, je fais rien à moitié quand je commence quelque chose, là. Fait que je me suis poussée, j'ai évolué au travers de ça. Puis j'ai eu l'immense opportunité d'être sélectionnée dans l'équipe qui était l'équipe qui faisait le mondial des métiers. Donc ça, pour ceux qui ont déjà vécu des parcours professionnels, c'est une belle compétition qui est internationale, qui permet de réunir des gens de métiers de moins de 21 ans et qui met de l'avant les métiers de bâtisseurs. Ça, c'était intéressant. C'est quelque chose que je connaissais pas. J'avais moins de 21 ans. Parce que tu as gagné un concours, le concours québécois. Ouais. Ensuite, tu as gagné le concours canadien. Ouais. Et là, il y avait le concours mondial en Suisse. Puis là, Ouais. tu as 19 ans. Mais ce que tu dis pas ici, là, c'est que il s'est vraiment passé quelque chose de gros. Là. Alors, raconte. Ouais, j'ai 19 ans, je suis dans ma période après les études. On est mon partenaire et moi, on est dans on est sélectionnés, on gagne au Canada, on réussit à se passer à la prochaine étape, à se qualifier pour représenter notre école. Et là, on travaille ensemble dans une entreprise de Saint-Eustache. J'habite à l'époque à l'Épiphanie. Me rendre du trajet du travail, on est le 17 octobre. Fait qu'on n'est pas encore aux pneus d'hiver. Dans un petit rang de campagne, je suis en direction du travail et j'ai un accident de la route qui fait en sorte que je fais un face-à-face avec un autobus dans une courbe. Ça a pris les pinces de désincarcération, 1h30 me sortir de la voiture, j'ai les 2 genoux, la cheville fracturée. Ça change une vie à 19 ans. Donc, au travers ma récupération, au travers ma réadaptation, il fait carrément que je réapprenne au travers 5 chirurgies, réapprendre à marcher. Tu as 19 ans, là. Tu peux plus aller aux toilettes toute seule. Tu peux plus rien faire toute seule. Là. C'est un beau coup d'humilité, énormément. Parce que là, c'est de retourner à la base dans tout. Tu n'as plus d'autonomie, là. Tu n'es plus capable de t'habiller toute seule. Fait que c'est au travers de ce parcours-là que j'ai vécu plusieurs éléments importants qui m'ont fait évoluer super vite. J'ai 19 ans, là. J'ai réalisé la puissance de l'entourage. J'ai des gens extraordinaires qui m'ont supporté. Ça s'est passé vraiment à 2 niveaux, à quel point ça m'a drivé. Premièrement, la majorité du temps, mon verre d'eau, il est toujours à moitié plein. Et j'ai eu la chance, dans un sens, d'aller dans un centre de réadaptation avec des cas beaucoup plus lourds que moi. Ma colonne vertébrale n'avait pas été affectée. Tu sais, faut s'accrocher. Ma colonne vertébrale n'avait pas été j'avais pas eu d'intervenant. Mon visage, il n'y a rien, là. Tu sais, là, c'est les jambes. Ce qui est dur, c'est que c'est les 2 en même temps. C'était ça qui était le plus dur au-delà. Des médecins qui vont me dire, mademoiselle, je suis désolée de vous apprendre, mais vous allez boiter toute votre vie. C'est fini marcher normalement. Oubliez ça, courir. Oubliez ça, vous mettre à genoux à terre. Vos articulations sont trop abîmées. Pensez à une reconstruction complète dans 5 ans. Moi, j'ai 19 ans. Tu sais. Mais au travers de ça, quand je parle d'environnement puis de l'importance de bien s'entourer, la directrice de mon centre professionnel, elle est venue me voir à la maison. Elle est venue me chercher à la maison, puis elle m'avait dit, on est entre les 2 compétitions. Elle m'avait dit, tu sais, Isabelle, sache que le centre, moi-même, on est avec toi. Peu importe la décision que tu prends, que ce soit de continuer, même si ça nous enlève toute chance de gagner, parce que on représente le centre, là. Tu sais, c'est bon, c'est des subventions pour eux, c'est super important pour la visibilité, mais on va t'accompagner si tu veux continuer. Si tu veux pas y aller, on est avec toi aussi. On va prendre la décision que tu prends, puis peu importe les conséquences, on va vivre avec. Et ça, là, ça a été vraiment propulsant comme moment parce que, après avoir pleuré un bon coup, je me suis recentrée puis j'ai dit, c'est une occasion en or de démontrer tout le courage puis toute la capacité de former une équipe. J'avais l'immense opportunité que ma compétition, on était 2. Et j'avais un combattant avec moi aussi. J'avais quelqu'un qui était capable d'avancer. Fait qu'on a fait pivoter le lot d'ouvrage en vue de la compétition pour que lui fasse des tâches beaucoup plus manuelles. Moi, je sois beaucoup plus dans la planification. Il faut comprendre que c'est une compétition de 4 jours dans des conditions très difficiles. C'est des 10 heures par jour, puis c'est une compétition, là. Il pousse au maximum. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Fait que donc, il pousse vraiment au maximum. Donc, on s'est préparé, on a repivoté, on a fait la compétition. On est revenu avec une médaille de bronze et on est revenu avec le plus haut score du Canada. Qu'est-ce que tu as appris
avec cette aventure-là? À part l'entourage, là, l'importance de l'entourage. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Qu'est-ce que tu as appris? Je pense que j'ai découvert vraiment ma mission de vie au travers cette... puis, tu sais, je vais le dire comme ça, là, ça a l'air gros de dire ça, une mission de vie. Je ne le savais pas à 20 ans. Je peux le dire maintenant à 43 de réaliser, là, tu sais, tout le cheminement qui s'est fait. Mais j'ai réalisé à quel point il y avait peu de gens qui connaissaient la compétition dans laquelle j'avais opéré, que ça m'avait permis d'explorer des aspects de ma vie que même si j'avais des excellentes notes à l'école, c'était pas mon parcours. C'était pas celui que tout le monde pensait que je devais faire, mais c'était au contraire d'aller découvrir quelque chose de différent, surprenant, de dire, t'as des bonnes notes, pourquoi tu vas faire un DEP? Je l'ai entendu tellement souvent, ça. Tellement souvent. Puis moi, j'étais un peu sous le choc de ça. Je dis, ouais, mais c'est ce que j'aime, c'est ma passion. Ça change quoi? Je peux en faire un métier, je peux en faire une carrière. Et les gens ne voyaient pas la même chose que je voyais. Je remets ça dans un autre angle. Le mondial des métiers, à tout le monde à qui je comptais cette aventure-là, les gens disaient, c'est quoi ça, le mondial des métiers? Qu'est-ce que ça en va faire? Puis, bon, tu sais, moi, je n'en faisais pas trop de cas. Mais c'est quand je suis arrivée là-bas. Et quand j'ai vu, bon, on avait la petite délégation canadienne, quelques personnes qui nous accompagnaient, nous avaient habillés pareil, c'était cute, OK, un petit peu des mini-Jeux olympiques. Mais non, pour les autres pays, pour la France, pour le Japon, c'était les Jeux olympiques. Et quand j'ai réalisé l'écart, la différence entre ce que les Canadiens percevaient dans les bâtisseurs, dans les métiers traditionnels manuels, versus ce que les autres pays voyaient, l'écart m'a tellement frappée que je me suis dit, c'est pas vrai que moi, j'ai choisi ce métier-là, j'ai choisi d'aller dans cette voie-là. Je m'attends à être respectée des gens qui me regardent. Et pourquoi? Imaginez les gens qui parfois prennent des choix que c'est un peu par la bande. Comment vous pensez qu'ils se sentent, ces gens-là? Mais c'est les bâtisseurs, c'est les gens qui construisent tout ce que vous voyez autour d'ici. On a besoin des constructeurs, on a besoin de ces bâtisseurs-là. Et moi, je me suis donc donné comme mission de redonner les lettres de noblesse à l'industrie de la construction. Je crois qu'on commence à avoir fait un bout de chemin. Wow! Donc, bien excitant, tout ça. Là, tu vas changer de trajectoire. Là. On va le voir, là. Vous allez voir ça avec Isabelle, vite, là. Tu sais, tu as fait les sciences de la santé, l'aménagement paysager, mais tu vas aussi aller à l'université en architecture du paysage. Puis plus tard, vous allez voir ça tantôt, on va aller en immobilier, puis on va aller en coffrage. Puis là, tu parles de ta vie, de tes réflexions, puis je me dis, il y a bien des gens qui changent d'idée, hein? Puis sérieusement, ils le font avec de la gêne, avec de l'angoisse, puis avec, tu sais, le regard des autres. T'aurais-tu un conseil à leur prodiguer, toi qui as pratiqué ça, là? Oui. Bien, c'est une bonne question. Mais tu sais, il faut s'adresser... Tu sais, la gêne, elle vient généralement du fait qu'on n'est pas préparé. Moi, je considère que dans la vie, c'est extrêmement important d'écrire toutes les étapes de vie puis de comprendre soi-même pourquoi on fait les choses. Il faut s'assurer que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans les affaires, dans notre parcours professionnel, de comprendre le réel pourquoi on... Puis tu sais, des petites étapes qu'on n'a pas nommées. J'ai eu un passage dans une carrière à l'épiphanie au travers de mon parcours. Bien, vous savez quoi? Mon boss, il m'a mis à la porte. Parce que j'ai commis une bêtise, je me suis trompée à quelque part dans mon parcours. J'ai pas commis une grosse bévue, mais j'ai pas réussi à démontrer toute la valeur ajoutée que j'apportais pour son entreprise à ce moment-là de ma vie, de ma carrière puis de mon avancée. Mais j'ai pas honte de ça. Ça me dérange pas d'être passée par là. Ça m'a permis de comprendre que le phénomène, quand tu es jeune, quand tu avances, que tu peux faire des bévues puis qu'il y a des gens qui ne verront pas le potentiel en toi puis qui vont prendre des décisions qui n'est pas la bonne. Parce que je vous jure que ce boss-là, il aurait aimé ça me garder aujourd'hui. Tu l'as-tu revu? Je l'ai pas revu, mais ça va peut-être finir par sonner à vous avoir partagé ça. Je l'avais jamais repartagé, mais tu sais, c'est là que je vois les opportunités. Puis je pense que les gens qui font une transition d'un poste à l'autre, il faut simplement comprendre pourquoi. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment je fais pour passer à la prochaine étape? Est-ce que c'est une décision de passer à la prochaine étape? Est-ce que c'est un renvoi comme moi, je l'ai vécu? J'ai passé dans le tordeur d'une supposée réorgue. Mais c'est correct, tu sais. Donc, on invite les jeunes d'une vingtaine d'années là, de faire leur changement, puis même plus tard, trentaine et quarantaine, c'est bon, de faire leur changement avec conscience. Oui. Hein? Oui. En se posant des questions, etc. Exact. Donc,
L'amour de ses parents est clairement la base sur laquelle elle a pu puiser sa force pour faire face aux tempêtes comme ce terrible accident d'auto et ses multiples changements d'orientation. À 22 ans, là, tu vas goûter à l'entrepreneuriat, mais déjà, je pense que ton truc de paysagement avec ton copain, c'est Ouais. ça? Ouais. Fait que là, vous créez une entreprise ensemble, puis une entreprise qui allie l'excavation et l'aménagement paysager, mais ça va devenir vraiment difficile pour toi sur le plan physique à ce moment-là, si j'ai bien compris. C'était plus exigeant sur le plan physique, même si je le faisais quand même, mais c'était aussi exigeant de s'assurer d'avoir un travail à temps plein toute l'année. Tu es en start-up, dans ce temps-là, c'est difficile. Dans l'excavation, on comprend qu'il y a des gens qui vont faire de la neige l'hiver. Bon, moi, je neigeais à court, mais au-delà de ça, on fait quoi? Puis comment qu'on fait pour s'assurer d'amener du pain et du beurre toute l'année dans une entreprise? Hein? Fait que donc, c'est une opportunité en immobilier qui s'est présentée à moi. C'est quelqu'un qui partait un projet de développement immobilier puis qui avait besoin de quelqu'un qui développerait le bureau des ventes. Donc, monter l'équipe de vente, le marketing, toutes les communications autour de ça. J'ai, je sais même plus, 21 ans à peu près dans ces eaux-là, 21, 22 ans. Fait que je connais rien là-dedans, mais vraisemblablement, j'avais une face à faire confiance. Lui, il décide de me faire confiance dans ce projet-là. Quand je prends quelque chose, je le mène à terme. Puis qu'on a bien avancé dans ce dossier-là. Mais par contre, même s'il m'avait fait confiance, toute l'étape de construction n'était pas toujours facile à élaborer. Parce que toi, tu t'occupais des ventes. Oui. Il y avait 120 condos, c'était à Repentigny. Exact. Puis là, tu t'es dit, non, moi, il faut que je me mêle de d'autres choses. Là. C'est pas assez. Là. Mon carré de sable, il est trop petit. Là. Mon carré de sable était un petit peu petit, effectivement, mais c'était surtout, je pense que ça m'animait beaucoup la construction, tu sais, de voir à quel point c'était concret. Puis je voyais aussi que la coordination des corps de métier exceptionnels qui étaient là, c'était la partie qui était peut-être la plus complexe puis qui était peut-être un peu déficiente. Donc, moi, c'est là que j'ai commencé à m'impliquer. Fait que donc, de m'impliquer dans l'élaboration, essayer de coordonner les condos, s'assurer que ça se livre au temps opportun dans les dates que moi, j'avais vendu des condos. Parce qu'à l'époque, les gens me faisaient confiance. J'aurais vendu un condo, mais là, il fallait le livrer à la bonne date aussi. Là, tu sais, je quitte ma maison, là, et il faut que ça se livre. Donc, c'est pour ça que j'y ai participé. Puis au fil du temps, au travers cette construction-là, bien, il y a quelques entreprises de construction qui me regardaient. T'as comme, la petite, si jamais tu cherches quelque chose, tu viendras me voir. Et prochaine étape, c'était le coffrage. L'hiver, pas trop d'ouvrage. Je dirais, je me suis impliquée dans cette entreprise-là, ce parcours-là. Et là, ben, l'excavation, coffrage. Synergie. Exact. Coffrage. Et ça, c'était un matin. Tu t'es présenté là un matin. Raconte-moi ça. Ouais, ça, c'est drôle. C'est à peu près 6 mois plus tard qu'il y avait une couple de personnes sur le chantier qui m'avaient offert quelque chose comme ça dans le gicleur, toutes sortes de domaines. Mais j'étais comme, les fondations. D'après moi, ça a quelque chose que je connais un peu. Je suis dans l'excavation. D'après moi, c'est pas trop loin. Un beau jeudi soir, plusieurs mois plus tard, je lâche un petit coup de fil. Il dit, OK. Il dit, je dis, tu m'as offert de quoi? Il dit, ben oui. Il dit, viens me voir demain matin, 7 heures. 7 heures le lendemain matin, je me présente. Pas de CV, pas rien. Je me présente. Je rentre là. Mon entrevue, c'est celle-ci. Il dit, j'ai aucune idée de ce que tu vas faire. Je sais que j'ai besoin d'aide. Tu peux-tu commencer lundi? J'ai dit oui. Et à 7h02, j'avais une job. Et je suis repartie. Je suis comme, OK, qu'est-ce que je m'en vais, là? Qu'est-ce que. Mais, tu sais, à l'époque, disons que l'offre et la demande n'étaient pas le même qu'aujourd'hui. Fait que quand tu avais une opportunité d'emploi, tu la saisissais. Tu sais, c'était comme ça. Ça veut dire que ça fait 100 ans que je dis ça, mais ça reste que les choses ont quand même évolué. Et donc, je me lance dans cette aventure-là. Le lundi matin, je rentre dans cette entreprise qui. Mon programme de formation n'était pas aussi élaboré que je l'offre aujourd'hui, était assez limité. Je m'assois mon poste, il y a quelqu'un qui me fait un peu une petite présentation de ce que je vais faire. Finalement, je présente le téléphone qui est devant moi. Puis après 1 heure, je fais... Puis après? Je dis, moi, j'attendrai pas toute la journée que le téléphone sonne. Et je voyais, il y avait un fax derrière moi. Il y avait des gens qui bougeaient, qui disaient, non, ton travail, toi, c'est ça. Hey, OK, j'ai dit, je pensais qu'on avait besoin d'aide ici, tu sais. On va avoir d'autres opportunités. Et ça, c'est drôle parce que la demoiselle qui m'a formée à l'époque, qui était un petit peu en transition vers un autre domaine, elle avait dit le vendredi, elle quittait, ma formation était, le lundi, elle était finie, ma formation, mais le vendredi, elle quittait et elle a dit à Marc, le président fondateur à l'époque, elle lui a dit, elle, là, elle dit, je regarde aller, là, on dirait que ce qu'elle veut, là, c'est de voler ta job.
Ben, en tout cas, elle était peut-être pas si bonne pour se trouver de l'ouvrage le lendemain matin, mais elle avait de la vision, la fille, parce que c'est arrivé. Là, tu arrives là dans le milieu de la construction. Là, tu es vraiment dans le milieu de la construction. Je le sais que tu vas trouver ça bien le fun parce que tu vas y rester. Mais je me dis aussi, tu arrives là, tu regardes ça, tu dois trouver qu'il y a des choses qui ne marchent pas, des affaires que tu changerais. Qu'est-ce que tu changerais quand tu arrives là, il y a 20 ans? Écoute, quand j'arrive là, il y a 20 ans, écoute, la première année a été beaucoup parsemée, tu sais, de voir les opportunités, juste de coller des morceaux, de s'assurer qu'il y avait une espèce de cohésion, tu sais, dans ce qui se passait. Mais rapidement, ce que je me suis rendu compte qu'il fallait faire évoluer, parce que moi, j'avais l'immense opportunité de grandir avec une gang qui avait déjà une belle présence d'esprit, tu sais. Pour qu'une entreprise de 22 employés à l'époque veuille rapidement faire confiance en très peu de temps, puis avoir l'humilité d'avouer que dire « Hey, j'ai besoin d'aide, je suis en train de pas y arriver. » Fait que moi, c'est dans un climat de confiance sur « Je sais pas si t'es capable, mais on va te donner une chance, puis vas-y, puis viens nous aider. » J'ai grandi là-dedans, tu sais, dans une entreprise. Ça, c'était extraordinaire. Et personne dans l'entreprise ne faisait de différence que je sois une fille. Et que ça m'a beaucoup aidé déjà à pouvoir grandir très vite, à prendre des rôles et responsabilités dans l'entreprise qui m'ont permis de bâtir ma confiance. Mais là où je me suis rendu compte qu'il y avait des véritables opportunités, c'était la vision que les gens, de façon plus générale, avaient. Quand tu es dans une business puis qu'il y a un leader qui a une vision, tu sais, ça va vite, là, ça se t'invite. Là. Mais là, je vais vous conter une petite anecdote. Je l'ai contée à mes collègues qui sont ici. Là, j'ai 2 amis qui sont là, Jacques et Cindy, qui m'ont accompagnés aujourd'hui dans l'auto. Puis, je vais toujours me souvenir de ça. J'ai peut-être 24 ans, tu sais, à peu près, à l'époque. On commence à prendre la croissance. On commence à voir que, tu sais, il y a des opportunités. Fait que, donc, sur mes 24 ans, je commence à prendre un petit peu de confiance. Puis je vais peut-être appeler ça un peu de l'arrogance aussi, à l'époque. On est jeunes, on commence à montrer qu'on a un impact. Fait que je me rends dans un meeting de coordination sur un chantier que mon grand surintendant qui était avec moi, qui a à peu près le double de mon âge, qui n'est pas capable de faire passer son idée. Fait que, donc, en ma qualité de chargée de projet à l'époque, j'arrive au chantier, puis dans un meeting de coordination, je vais aller te faire passer ça, mon Serge, viens-t'en, on va aller régler ça. Puis les mots de communication à l'époque, hein, c'était à quelle vitesse on lançait notre case dans un meeting. Tu savais si c'était un petit peu fâché ou pas beaucoup fâché. Là. Tu sais, les niveaux de communication, des fois, c'était plus restreint. Fait que moi, j'arrive, Serge, je ne réussis pas à passer l'idée. Moi, j'explique ça à notre surintendant du client qui est devant moi. Puis il me dit, là, je le vois, là, j'arrive avec mes arguments, je suis préparée, puis je le vois que ça ne veut pas passer. Mais à un moment donné, il commence à sentir qu'il ne veut pas que ça passe juste parce qu'il ne veut pas que ça passe, là. OK? Mais là, puis il finit par se fâcher parce que moi, j'insiste, puis je sais que j'ai la bonne réponse, puis je sais que mon idée, elle est bonne. Fait que là, il finit par me dire, écoutez-moi bien, ma petite mademoiselle. Et il dit, vous savez, là, il dit, moi, ça fait 30 ans que je fais ça comme ça, puis on va continuer à faire ça comme ça tant aussi longtemps que c'est moi qui suis sur ce chantier-là. Et moi, de rétorquer. Écoutez-moi bien, mon petit monsieur. Quand le seul et unique argument qu'on a pour justifier une décision, c'est le nombre d'années qu'on fait la mauvaise chose, je crois qu'on pourrait peut-être revoir les façons de faire. Et les deux mains sur le bureau. D'abord, la petite. Je me suis fait mettre dehors du chantier, bien évidemment, barré, plus rien à faire, j'avais plus d'entrée là. Comment tu t'es sentie? Est-ce que tu riais ou... Non. Comment tu te sentais? Tu sais, par rapport à ton patron et tout ça, puis ton collègue. Oui, c'est une bonne question, mais tu sais, moi, je me sentais tout de même appuyée. Tu sais, là-dedans, c'est sûr que là, ça a impliqué qu'il a fallu que je rappelle mon boss de dire « Ouais, je pourrais pas gérer ce chantier-là. Peut-être falloir qu'elle y aille. » Mais tu sais, avec un pas de recul, ça a été un événement marquant dans ma vie. OK. Parce que c'est pas parce que j'avais pas raison. C'est parce qu'il fallait que je comprenne les mécanismes pour réussir à négocier, naviguer autour de gens qui ont des caractères très différents des miens. Et là, j'en ai compris des choses. Là, j'ai compris l'importance et l'impact de la négociation bien préparée. Des concepts aussi simples que « never surprise the king », s'assurer d'être prêt puis de préparer en amont les gens. Aujourd'hui, la même idée avec le même genre de personnage, c'est pas ça, c'est moi qui ai fait l'erreur. C'est moi qui ai fait l'erreur. Je connaissais, j'aurais dû mieux comprendre mon interlocuteur et quand tu réussis à réappliquer ça, après ça, dans d'autres concepts de rencontres, ça, c'est bon dans tous les niveaux. C'est bon...
de se préparer avant une rencontre, de ne pas prendre pour acquis que parce qu'on a raison, c'est la bonne façon de présenter les choses de front, là, ça devient extrêmement puissant. Et ça a été tout un apprentissage. Super. Puis là, tu vas monter les échelons. Hein? Tu l'as dit tantôt, l'entreprise a à peu près 25 employés. Aujourd'hui, elle en a 1500. Et tu vas aussi diriger cette entreprise-là. Tu vas acquérir l'entreprise ainsi que sa filiale, etc. Pas seul, avec d'autres. Quels ont été les hauts et les bas de ton ascension? Là, j'ai du temps. Là. Oui, bien, j'allais dire ça. Là, on a combien de temps, là? Mettons, là, tu me donnes un haut Ouais. puis un bas. C'est comme un bas, là. Un beau bas. Un beau bas. Amène-nous en bas, là. Ouais. Amène-nous en bas. Ça va essayer de vous recrinquer un peu. Mais il y a eu plein d'étapes. Il y a eu plein d'étapes, des hauts et des bas. Il y en a des financiers, il y en a des... Mais je te dirais qu'un des plus durs coups que j'ai vécu, c'est avec une employée. C'est avec une dame extraordinaire qui était avec nous depuis très longtemps et qui, un jour, est venue me voir puis elle m'a annoncé, tu sais, je veux dire, on est peut-être 200 là, à l'époque, les employés, là, tu sais. Et elle va me regarder puis elle va me dire, tu sais, Isabelle, je quitte. Tu quittes? Tu quittes l'entreprise? Ça fait des années que tu es avec nous. Elle dit, oui, je quitte. Puis là, ben, je la vois, là, elle s'embourbe dans son explication qui fait pas de sens. Là, finalement, elle fond en larmes. Je dis, OK. Je dis, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ben, elle dit, je quitte, mais elle dit, je suis pas capable de te dire pourquoi. Mais j'ai dit, dis-moi là, on va trouver des solutions, puis on va s'approcher. Elle me dit, je quitte à cause de toi. Pardon? Tu quittes à cause de moi? Elle dit, oui, je quitte à cause de toi. Elle dit, t'es trop direct, t'es trop rough, tu veux trop performer. Puis pour elle, c'est un style de gestion qui ne lui convenait pas du tout. Fait que de ma grande énergie, de ma capacité à pousser, à performer, à aller au-delà, dans ma tête, c'est déjà fait. J'étais en mode solution, puis c'est réglé, puis les autres suivaient. Même si je n'étais pas nécessairement quelqu'un d'extrêmement directif, mais pour elle, c'était trop. C'était trop vite. Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point on a des gens, des individus qui sont différents de nous et d'une employée fidèle, importante, pas nécessairement un employé clé qui allait amener la business au prochain niveau, mais d'une personne extraordinaire qui vivait, qui avait une valeur ajoutée dans notre business. Je la perdais à cause de moi. Fait que là, j'ai dit, wow, ça, il faut que je m'adapte. Puis, j'ai adapté mon style de gestion au fil des années pour m'assurer d'avoir juste le bon ton, la bonne énergie, puis de comprendre que je peux pas parler à ma gang d'exécutifs, à mes actionnaires, de la même façon que je vais parler à mes 1500 employés, puis encore moins à certains groupes. Il y a des messages qu'il faut prendre le temps de décortiquer en un plan de com vrai, efficace, réfléchi. Puis un plan de com, ça prend entre 10 secondes et 2 semaines à monter, si c'est pas plus. Mais il faut prendre le temps de le faire puis de comprendre les personas qui sont devant nous. Puis ça m'a vraiment fait évoluer. Puis vous savez quoi? Ben, elle est encore à notre emploi aujourd'hui. Bravo! Puis, parle-nous des hauts, là. Tu as bien fait ça, Isabelle. Parle-nous des hauts. Explique-nous comment tu es devenue, comment tu as repris cette entreprise-là. Comment ça arrive une occasion pareille? Est-ce que c'est possible pour nous aussi, tu sais, dans nos organisations? Comment belle question. Ah, le repreneuriat. Ça, je pourrais en parler longtemps. Oui. Bien, moi, ça s'est passé dans un contexte, si je le répète, un contexte de confiance. J'ai pas gravi les échelons, je les ai construits. C'est véritablement dans la business et c'est dans cet environnement de confiance-là que j'ai grandi. Et ça a été vraiment intéressant, le parcours, la transition de dire comment je fais de passer de deuxième à première, parce que c'est pas la même job. Ça a beau avoir juste un décor, c'est une job complètement différente. Et tout à coup, la vision de l'entreprise, la direction, t'as les deux mains sur le volant. Les deux mains sur le volant. Et ça, c'est majeur comme différence. Même si on voit un leader qui est en avant de nous, qui a une vision, puis je n'étais pas toujours 100% d'accord avec la transition, l'avancée. Mais ce qui était certain, c'est que moi, ma job, c'est de m'assurer d'organiser, de coordonner tout ce qu'il y avait à l'arrière. Mais de reprendre ces rênes-là, ça a été fort fascinant, de voir les cas. Et moi, dans notre cas, de la façon que je l'ai fait, j'ai travaillé avec un conseil d'administration qui m'a aidé à encadrer ma vision. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement porteur. Ramène-nous un petit peu plus tôt, comment tu as eu l'occasion de reprendre cette entreprise-là? Comment ça se passe?
Ben, comment ça se passe? Ça peut se passer de bien des façons. Mais toi? Mais dans notre business, la façon que ça se passait, c'est devenu... Tu sais, une petite entreprise, là, ça se gère par instinct. Et c'est normal, parce qu'il y a des mécanismes beaucoup plus courts, c'est plus vite, ça se gère beaucoup par instinct. Une moyenne en grande entreprise, ça se gère par stratégie écrite et concrète. Et moi, c'était ma qualité qui était si différente. Et j'ai un leader en avant de moi qui était d'instinct. Pour qu'il m'embauche en 2 minutes en me posant même pas une question, c'était un gars d'instinct. Pourquoi? Parce que lui, il y a 6 mois, il avait déjà décidé à me voir sur un chantier que c'était réglé dans sa tête. C'était fait. Fait que donc, son instinct l'a porté à prendre ce genre de décision-là. Mais quand vient le moment d'être dans une entreprise qui prend de la croissance, où il y a des structures, des façons de faire, un leader d'instinct va pas nécessairement être la bonne personne pour porter la stratégie de l'entreprise au prochain niveau. Moi, j'ai eu cette opportunité-là de grandir dans la confiance, près du leader, avec le concept de structure, puis l'amour de la structure. Moi, j'aime ça, un cadre organisé, structuré, ça me plaît. Fait que donc, c'est cette opportunité-là, à un moment donné, il y a une de leadership. discussion, il y a un moment tournant. Tu sais, tu dis, ça s'est passé ce soir-là ou ça s'est passé ce matin-là, on s'est parlé, on s'est regardé dans les yeux. Quand est-ce que la décision a été prise? Ou tu as senti que c'est là que ça s'en allait? Bien, ça s'est passé vite. Ça s'est passé super vite. Un peu comme l'entrevue. Pas mal comme... Ouais, c'est un leader d'instinct, hein, je vous l'ai dit. Puis honnêtement, à la limite, ça s'est passé... Je suis pas sûre que j'ai eu tant... je dirais pas le choix, mais lui, il avait décidé bien avant m'en parler que c'était ça qu'il ferait. Tu sais, c'était déjà décidé dans sa tête parce que je démontrais les capacités, la volonté. Tu sais, un vrai entrepreneur, là, ça se pose pas des questions, là. Ça se demande pas est-ce qu'un jour je vais retomber là-dedans. Tu fais ce qu'il faut à tous les jours pour t'assurer de porter la mission d'entreprise à la prochaine étape. Et un vrai entrepreneur, ça voit l'opportunité de dire je suis plus la bonne personne pour mener cette entreprise-là à la prochaine étape. Moi, je crois sincèrement qu'il faut qu'il y ait plus de leaders d'entreprise aujourd'hui qui planifient, identifient la entrepreneur derrière qui aura la capacité de passer le flambeau à la prochaine personne. Et ça, moi, je considère que c'est comme ça qu'on va créer des industries plus fortes. À 43 ans, elle a d'ailleurs déjà son plan de relève. Elle est peut-être inspirée par son ancien patron devenu son amoureux. Oui, le fameux Marc Saunier est le père de ses 3 enfants. Et je l'ai appris après l'entrevue. Avouez que ça ajoute une couche savoureuse à son histoire. Comment as-tu appris les rudiments de la gestion, du leadership? Tu sais, il y a tellement d'écoles là-dessus. Toi, tu n'as pas été à l'école. Dis-moi. Tu n'as pas été à cette école-là. Tu n'as pas été au HEC, etc. Fait que dis-moi, comment tu as appris ça? Je vous ai déjà partagé quelques petites anecdotes croustillantes qui m'ont fait évoluer rapidement, mais je crois que j'apprends énormément par chacune des expériences que je vis. Je suis quelqu'un qui va revoir, qui va repenser à comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, comment je peux aller chercher ma prochaine étape. Et que ce leadership-là, ce leadership d'influence, parce que ça en est un, à 1500, tu ne diriges plus. Tu influences vers la mission, la vision de l'entreprise. Tu amènes un bateau dans une direction commune. Puis encore au-delà de ça, tu génères la capacité de bâtir des leaders à l'intérieur de la business qui, eux, vont pouvoir reproduire le même concept à une autre échelle. Je le dis souvent, aujourd'hui, j'ai un peu la responsabilité de porter les prochaines phases de croissance de l'entreprise parce que j'ai tellement généré un concept d'amélioration continue. Les gens ont envie de défis, les gens ont envie de croître. Un des plus gros problèmes qu'on a chez Synergie, c'est qu'on génère du talent. On génère du talent qui ont besoin de défis. C'est presque un problème à l'interne. Il faut s'assurer que ces gens-là soient constamment stimulés par les prochaines étapes. On réorganise des fois les tâches, les rôles, les responsabilités. Des gens qui ont sauté d'un département à l'autre pour amener un département à un autre niveau. On est extrêmement créatifs pour s'assurer que tout le monde soit motivé quotidiennement dans leur travail. Puis tu as lancé aussi une entreprise parce que là, tu dis que tu es une repreneur. Oui, ça, c'est vrai. Mais à un moment donné, tu as été une entrepreneur parce que tu as lancé une entreprise qui s'appelle BRICS. Ouais. Ça, c'est pour communiquer, motiver, former les employés de terrain. Moi, je le sais, j'aurais aimé ça lancer cette entreprise-là parce que j'ai beaucoup de clients.
qui ont de la difficulté à rejoindre les gens sur le terrain. Et toi, tu as créé une application mobile. J'aimerais ça, tu m'en dises plus, mais j'aimerais ça que tu me dises comment tu innoves. Parce que l'innovation, c'est au cœur de ce que tu fais. Oui. Comment arrives-tu à innover? Quels sont tes déclencheurs d'innovation? Il y en a beaucoup, des opportunités pour créer des déclencheurs. Moi, il y en a énormément. Mais des canaux de communication à l'interne qu'on a créés, on a généré des comités d'innovation qui nous permettent de créer le noyau auquel est greffé selon les idées, les opportunités qui sont amenées. On amène des sous-comités qui permettent de valoriser l'idée. Retour sur investissement, analyse rapide qui est fait. On lance ou pas l'idée selon des paramètres très clairement établis. Mais surtout, on implique les gens qui ont l'idée. On va chercher le feedback, on va chercher au travers des sessions de remue-ménage, de brainstorm avec nos employés pour réussir à les amener à participer. Puis souvent, on va nommer l'innovation au nom de son créateur. On régénère au travers toute cette énergie-là. C'est vraiment des opportunités. Tu as créé une machine à innover. C'est une machine à innover. Puis au-delà de ça, on a créé des concours récemment. On s'est dit, hey, on va lancer un concours, 5 000 la meilleure idée, tout le mois de mars, c'était l'année dernière. On va lancer cette idée-là, on va voir les opportunités qui reviennent à nous. On a eu plus de 100 idées de qualité sur 1500 employés là, qui a fallu analyser. On a eu de la misère à trouver un gagnant. Tellement que les idées étaient belles, ils étaient grandes, ils étaient partout dans l'entreprise. Et ça, ce concept d'amélioration continue-là, si vous voyez tout ce qui sort du comité d'innovation, c'est d'une richesse incroyable. Mais ça part de quoi? Ça part du fait que les gens sont écoutés, entendus, ils voient un collègue que son idée est poussée sur notre application, ils voient que il y a une, tu sais, quand même, c'est possible, puis ils osent lever la main parce que vous savez, une idée, c'est fragile. Une idée, c'est souvent une petite bougie, c'est souvent une petite flamme qu'il faut s'assurer de ne pas éteindre. Et quand on est occupé, quand ça va vite, quand on la communique à la mauvaise personne, rapidement, la bougie, on sauve dessus, elle est éteinte. C'est terminé. Et la personne, on va bien de la misère à la rallumer pour la prochaine idée. Fait que comment qu'on fait pour s'assurer qu'il y ait du suivi? Ça prend un mécanisme. D'une business, surtout comme la nôtre, chaque opportunité est excessivement importante et la possibilité de retour sur investissement, elle est grande dans l'optimisation du quotidien. Le quotidien optimisé, ça fait quoi? Ça fait des employés intéressés dans un univers de conventions collectives que toutes les business sont égales. Je veux dire, moi, je paye le même prix que mon compétiteur, mais on est exigeant, on est rigoureux. Ça va vite chez nous. On aime ça, être excessivement innovant. Fait qu'il faut que je leur offre des opportunités d'innovation. Aimer plus ton travail dans un métier de coffrage. C'est du coffrage qu'on fait, là, je vous rappelle. Fait que de réussir à aimer ta job au-delà de ton voisin quand tu n'as pas de possibilité d'avoir une différenciation salariale. Pourquoi les gens sont là? Ils sont là parce qu'on les aide à mettre leurs idées, leurs améliorations continues de l'avant. Et ça, cet environnement-là, cette vibe-là, ça crée tellement de vélocité en business, là. Je pensais pas que tu m'arrivais avec une réponse aussi complète et inspirante. Merci beaucoup. J'allais avec BRICS. Ah oui, c'est vrai. Ça aussi, j'ai fait ça. Non, mais je l'ai adoré, ta réponse sur l'innovation. C'est très inspirant. Donc, BRICS, comment c'est arrivé? Bon, BRICS, effectivement. Finalement, je suis une entrepreneur. C'est une entreprise que j'ai créée. Ben oui. BRICS, ça se trouve être notre application technologique qu'on a développée chez Synergie en 2019. Je me souviens très bien du moment. Je suis arrivée dans un shack de construction. On est dans une roulotte de chantier, une journée, 2019. Je rentre dans le shack avec toute ma petite énergie, contente de voir tout le monde. Je pense me faire applaudir en arrivant. Non, j'exagère. Mais je m'en vais voir ma gang, là, tu sais. Puis là, vraiment, je me rends compte, là, puis c'est un phénomène qui s'installait de plus en plus. Tout le monde est sur son cellulaire. Là, je suis comme, après avoir mangé un bon coup d'humilité, je me suis dit, OK, j'ai dit, comment qu'on fait pour réussir à rejoindre les gens? Là, de plus en plus, là, tu sais, on est passé d'une énergie bouillante dans des shacks à les gens, ça se transforme, ça pivote. Que je le veux ou je le veux pas, je suis pas en train d'émettre une opinion. Je suis en train de me dire, il s'agit d'un média de communication qu'il faut s'adresser. Il faut réfléchir à ça. Et si on est dans l'avènement, tu sais, des cellulaires. À l'époque, on fait le test, 89 % de nos employés possèdent déjà un téléphone intelligent. Hein? On fait quoi avec ça? Je reviens au bureau, je dis à ma gang de coffreurs, je vous le rappelle, j'ai dit, la gang, on va avoir notre application Synergie, chacun sur notre téléphone, puis ça va nous permettre de rejoindre les gens. J'ai pas eu un taux d'adhésion rapide de mon concept, je vous jure. Isabelle, on va mettre quoi là-dessus? Ça va servir à quoi? Parfait, je pars. Mais les yeux de mon directeur IT, eux autres, ils ont allumé. Ma VPRH, ting, OK, on catch. Fait qu'on part ensemble.
On embauche un développeur, après ça, un autre qui est venu se joindre après à l'équipe. On développe l'application. On a commencé par screener le marché, il n'y a rien de disponible. On n'est pas capable de rejoindre nos travailleurs de terrain dans une application d'entreprise. OK? Bien sûr, on avait essayé les courriels, les Facebook privés, on a essayé les pigeons voyageurs, honnêtement. On a tout essayé, puis même, je reprends des courriels qu'on envoyait à nos travailleurs, puis qui me regardaient dans les yeux, puis ils me disaient, oui, Isabelle, j'ai reçu tes courriels, mais j'y lis pas. Travaille pour moi, là, je vous rappelle, là. Je suis comme, OK, on va faire quoi? Comment qu'on fait pour les rejoindre? Fait que je colle tous ces morceaux-là, là. C'est pas dans le chaque cette fois-là, c'est la situation complète. On développe notre application. Mars 2020, on est prêt, on la lance. On a loué le château Frontenac, on veut rejoindre les gens. On s'en va là. Et qu'est-ce qui arrive en mars 2020? Ouais, fait que moi, de mon grand lancement, là, on s'en va au Frontenac. On avait un plan de déploiement prévu. On est à peu près 500 peut-être à l'époque, là, tu sais, c'est un méchant gros événement, peut-être un peu plus, c'est on s'en va, on déploie ça, mais là, on peut plus, là. La place, on annule l'événement, on était prête, là. On annule l'événement, on pleure un bon coup. Le lundi suivant, ça, c'était le jeudi, vendredi, le lundi, on se fait annoncer, vous fermez tous les chantiers, demain midi, il faut que ça soit fait. OK. Je roule sur 40 chantiers de front. On est dans des hauteurs, des pièces. Ça se fait pas comme ça. Oh, c'est pas grave, on le fait. Et qu'est-ce que j'ai fait le mercredi matin? Bien, j'ai fait comme d'habitude. Je suis allée au bureau. Je n'étais pas capable de pas y aller, même si tout le monde était parti avec ses boîtes puis continue. Mais là, on s'en va au bureau. Fait que là, j'ai un flash. Je dis là, je sais pas ce qui arrive. J'ai aucune idée. Je sais plus. Je suis au bureau, les lumières sont fermées. C'est la première fois de ma vie que je vis ça en 15 ans. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer? On n'a plus de chantier de vrai, on n'a plus de revenus, on n'a plus rien. Je ris parce que j'ai Anne-Marie qui est là, qui travaille avec nous de la RBC. Puis c'est une des premières personnes que j'ai appelées. J'ai dit, Anne-Marie, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Elle m'a dit, mais Isabelle, tu as besoin de quoi? Je sais pas. Mais je sais qu'il faut que je communique, il faut que j'aille chercher mes partenaires. Et là, je flash. J'ai une application de communication interne qui est prête. Bien, je la déploie. Je rappelle mon directeur TI, on se réorganise en moins de 12 heures, on lance notre application, on change notre plan d'intégration. Et là, on a un outil de communication où on rejoint nos 500 travailleurs. Les chantiers sont fermés. On n'a plus de moyens. Là. Je ne peux pas passer le message par mon surintendant dans le chac. J'ai plus de chantier. Fait que tout à coup, là, la vidéo de la présidente, un peu comme le docteur, à tous les jours, on sortait la vidéo qui disait « Hey, la gang, je ne sais pas ce qui va arriver. Voici l'information que j'ai. Voici notre plan. » Et on partageait de l'information les yeux dans les yeux avec nos travailleurs et ils en ont été tellement reconnaissants. Et cette crise-là, tu sais, elle nous a apporté au prochain niveau parce qu'on avait un outil de communication qui les rejoignait là où ils étaient dans le pire temps de notre histoire. Et ça ils en sont éternellement reconnaissants. Vous savez que 99% des problèmes dans la vie, c'est des problèmes de communication. Là, je ne prêche pas pour ma paroisse du tout. Mais c'est ça. Alors, bravo. Je te comprends. Bravo. Puis, écoute, question un peu délicate, là, mais je peux pas m'empêcher de te la poser. J'imagine que la question de l'intégrité, c'est quelque chose d'important pour toi, l'intégrité comme professionnelle, comme présidente de cette entreprise-là, dans une industrie qui n'a pas été reconnue pour son intégrité. Est-ce que tu peux nous raconter des moments charnières de ce côté-là? Qu'est-ce que tu as vécu? Ah ouais, j'en ai vécu beaucoup que je pourrais pas vous compter, mais j'en ai surtout vécu des moments où j'avais des décisions à prendre. Tu sais, puis ça, là, je vais même ramener, tu m'as posé la question, qu'est-ce qu'il y avait chez toi, Isabelle, quand tu étais petite? Je vous ai répondu énormément d'amour. Ce que je vous ai pas dit, c'était des parents qui, un stop, c'était 3 secondes. C'était d'une vision claire, plus blanc que blanc, et tu sais, je veux dire, il y avait personne chez moi qui dépassait la ligne et même, on la regardait même pas de broche, là. Tu sais, c'est comme ça. J'ai grandi là-dedans. Fait que pour moi, c'était de tout naturel de m'assurer que tout ce que je faisais, tout ce que j'entreprenais était teinté au maximum d'intégrité et donc de transparence. Parce que tu peux pas avoir un leadership transparent si t'es pas intègre. C'est impossible. Ça va pas avec. Fait que si on voit des leaders transparents, dites-vous que probablement c'est beaucoup d'intégrité en rien. On peut dire beaucoup de choses de surface, mais par contre, quand on le sent véritablement, c'est autre chose. Oui, l'industrie de la construction, j'ai vu malheureusement au fil des années des opportunités de suivre un mouvement qui, moi, j'ai toujours refusé ça. Je ne voulais rien savoir. Je voulais pas du tout tremper dans rien. Et ça, c'était tellement important et clair dans ma tête
que c'est pour ça aussi qu'on a eu la chance de se propulser. Imaginez-vous, là, on revient en arrière, là, la commission Charbonneau, nous autres, on n'avait jamais touché à aucun contrat public. Et là, il y avait plein d'entreprises qui avaient pris des décisions différentes. On est en pleine croissance et on s'est donc inséré dans une opportunité de croissance excessivement rapide que ça nous a permis de suivre le bon pas et même de se doter d'un conseil d'administration avec 3 membres externes. Je suis une business privée, là. Tu sais, oui, j'ai 19 partenaires qui se partagent 15 des parts, mais j'ai 85 des actions. Je prends les décisions pour ma business. Je n'ai pas besoin, c'est pas une obligation d'avoir un conseil d'administration, c'est une volonté. Je veux absolument avoir les meilleures idées, les meilleures stratégies. Je veux être impeccable à tous les niveaux parce que c'est en bâtissant des fondations solides qu'on réussit à passer aux prochaines étapes de croissance et à bâtir une relation de confiance avec toute la chaîne de partenaires. Tu as 43 ans. Tu as 3 beaux enfants, 2 business. C'est quoi ton prochain projet? Bien, je ressentirais peut-être un peu à la mission de BRICS. Tu sais, oui, très clairement, BRICS, c'est un outil de communication, mais tu sais, pour revenir à... Je t'ai parlé de ma mission de vie, là. Tu sais, moi, j'ai parti ce projet-là. J'aurais pu le faire juste pour ma business. T'sais. J'aurais très bien pu le faire. Ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. Commercialiser un SaaS, pour ceux qui ont touché de près ou de loin au concept, c'est beaucoup plus cher que de développer une application à l'interne. Beaucoup plus cher. Mais je me disais, j'ai eu une bonne idée en 2019. Ça a propulsé ma business. Extraordinaire. Mais c'est pas vrai qu'à 43 ans, avec tout ce que j'ai accompli, je vais garder cette idée-là pour moi. On parle depuis tellement longtemps, je vous ai parlé de la vision des gens envers les gens de construction, mais on parle depuis tellement longtemps de l'écart de productivité de l'industrie de la construction, mais c'est pas juste la construction. L'agriculture, le transport, toutes des industries manufacturières, les entreprises qui ont de multiples succursales, qui veulent accélérer l'intégration d'acquisition, de ERP, tout projet d'amélioration continue dans nos entreprises est souvent bloqué par quoi? Parce que tu as dit qu'il était le plus important, la communication. Avec des messages authentiques, des vidéos, des programmes de formation, puis toute la centralisation de l'information dans l'app, c'est là que ça nous permet réellement d'accélérer le déploiement d'une entreprise. Et que moi, en ce moment, j'ai encore énormément à cœur de me dire comment je peux faire pour propulser plus vite cette mission-là. Très certes, c'est une entreprise. Mais tu sais, il y a plein de choix et on peut s'impliquer dans beaucoup de choses. Mais moi, j'ai à cœur nos travailleurs de frontline, ces gens-là qui, à tous les jours, se battent pour réussir à avancer. Il faut leur créer un environnement plus performant dans lequel ils vont se sentir engagés et qui vont être là pour les bonnes raisons. Et enfin, moi, j'ai espoir que les gens vont choisir la construction, choisir par choix et non pas par dérivé de pas, je suis pas capable d'aller à l'université, fait que je vais aller faire un DEP. Comme moi, j'ai vécu cette pression-là quand j'ai pris la décision d'aller faire un DEP et qu'on me regardait plutôt de haut. C'est drôle, hein? Je vois BRICS à la bourse. Ding, 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 ding. Mais je t'ai dit, tu es une maman de 3 enfants, puis je veux connaître tes prochains projets excitants, puis tu m'as pas donné la réponse que je voulais. Mais j'ai... Prochain projet. Ça se dit-tu publiquement? Ça se dit. OK, vas-y. Ça, ben, mon mari et moi, on rêve d'avoir une plus grande famille que 3. Fait que j'aimerais vraiment ça, avoir d'autres enfants. Puis, tu sais, ça peut paraître un peu utopique, là, tu sais, de vouloir grandir en une entreprise, une volonté de leadership, d'avoir un équilibre, tu sais, au travers d'une famille nombreuse. Puis, tu sais, on peut peut-être penser que des fois, ça l'oblige à avoir d'autres enfants, ça l'oblige à diluer le temps qu'on a accordé à chacun. Mais au contraire, tu sais, aujourd'hui, je crois avoir réussi à créer un environnement personnel, un équilibre de vie, une clarté sur ce que je peux, ne peux pas faire. Puis je le communique à ma famille, mon mari. Puis les lignes sont claires. L'ambiguïté n'existe pas dans nos discussions. Et un plan stratégique, c'est bon pour une business. Si c'est bon pour une business, bien, c'est bon pour une vie. Et les saisons de vie font en sorte qu'à un moment donné, il faut prendre des choix, des décisions pour être capable de comprendre chacune des étapes et surtout pas avoir de regrets sur celles qui sont terminées, surtout quand c'est une décision. Fait que même aujourd'hui, c'est mes enfants, c'est mon mari qui me demande pour plus d'enfants. Et ça va être avec un grand plaisir que j'adhère au projet. Merci de nous avoir partagé ça, Isabelle. On passe au questionnaire Brave. Alors, que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Je lis la Bible tous les jours.
le plus beau livre de mentorat personnel disponible dont la majorité des autres est inspirée. Et c'est quoi être brave pour toi? Être brave, je dirais que c'est surtout au niveau d'avoir le courage, d'avoir des communications exigeantes envers les gens qui sont autour de nous. C'est la conversation courageuse qu'on n'ose pas avoir. Ça, quand je rencontre des gens qui prennent le temps, l'opportunité, qui choisissent le bon timing pour avoir cette conversation-là, c'est incroyable la puissance de cette communication. Et qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? De me calmer. Non, je pense qu'il faut que je m'assure de mettre toutes les choses au bon endroit, au bon moment. Fait que donc, pour m'encourager, il faut que je me dise qu'il faut que je sois patiente et qu'il faut qu'on mette les bonnes idées au bon endroit, vraiment. Et à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Bon, là, je vais me mettre à pleurer. Récemment, ma mère combat un cancer. Et voilà, c'est difficile d'être brave dans une situation qu'on ne contrôle pas. Quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis? Je vais dire mes enfants. Je trouve ils ont une résilience, une capacité d'adaptation qui représente ce que le courage devrait être, d'avancer dans une vie au travers des exigences maternelles relativement avancées, parce que je sais qu'ils peuvent. Puis je sais qu'ils peuvent l'atteindre. Et je les vois constamment prendre courage de la prochaine étape. Et ça, je trouve ça très inspirant. Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Respectez votre instinct. C'est extrêmement... Il y a une très grande différence entre la planification stratégique et l'overthinking. Trop souvent, on va penser à des concepts trop là. Puis là, on se fait influencer, impacter par les gens qui sont autour de nous. Il y a une très grande différence entre prendre conseil et se faire démolir notre petite flamme intérieure. Et ça, il faut trouver la ligne. Et ça, consulter, c'est bien, mais c'est bien de respecter ses valeurs, ses façons de faire. Et généralement, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Et merci beaucoup, Isabelle, pour ton témoignage aujourd'hui. Merci, Marie-Josée. Super. Isabelle, c'est une intellectuelle manuelle, une femme de projet, une tête de file dans une industrie qui ne fait pas de cadeaux. J'ai adoré l'entendre réfléchir. Elle a un talent rare pour transformer les limites en levier. Pensez à sa réaction face à ses employés, les yeux rivés sur leur iPhone, ou encore à cet employé qui lui a dit ses 4 vérités. Cher brave, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne juste envie de continuer à bâtir ma vie à ma façon. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.